Donc on va passer au dernier dossier avec, pour finir, un dossier de cancer colorectal. Donc on a un patient de 55 ans qui vient nous consulter pour son dépistage de cancer du côlon. Il a réalisé son test Hémoculte 2 qui est positif. Donc le test Hémoculte 2, comme on a dit, c'est le test de dépistage qui est réalisé tous les 2 ans à partir de 50 ans chez les gens qui ont un niveau de risque moyen de cancer du côlon. Et il consiste en dépister la présence de sang dans les selles. Donc il est très inquiet car dans sa famille, son père est décédé à l'âge de 75 ans d'un cancer colique. Donc c'est un homme en bonne santé, il n'a pas d'antécédent, il a fait quand même un infarctus du myocarde et il est sous cardégique. Il faudra peut-être penser à les arrêter à un moment ou à un autre. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher à l'examen clinique chez ce patient qui nous orienterait vers un cancer colorectal? Donc, à l'interrogatoire, on va rechercher des signes généraux, donc l'altération de l'état général, la perte de poids, et on quantifie ça dans des scores qui sont par exemple le score de l'OMS ou le Performance Statut. Ensuite, on va rechercher des troubles du transit, donc une alternance diarrhée-constipation ou l'aggravation d'un trouble fonctionnel intestinal. Donc tout ça qui peuvent nous orienter vers un cancer. Ensuite, on va rechercher des saignements digestifs, donc un méléna ou des rectorragies, selon la localisation du cancer. Et ensuite, un syndrome anémique chronique en cas de saignement occulte et chronique, donc une dyspnée d'effort, une pâleur, des douleurs thoraciques à l'effort. Ensuite, à l'examen clinique, on va rechercher donc OTR, une masse au niveau du rectum, la présence de sang sur le doigtier. On va rechercher une masse à l'examen à la palpation abdominale, une hépatomégalie et une adénopathie de Troisier. Voilà tout ce qui peut nous orienter vers un cancer du côlon. Une altération de l'état général, des troubles du transit, des signes en faveur d'un saignement. Donc, quel examen allez-vous faire devant ce test positif, détaillisant les modalités? Donc, comme on a vu tout à l'heure, un test de dépistage doit être confirmé par un test diagnostic. Donc, le test de dépistage, l'hémoculte, doit être confirmé par un test diagnostic qui est la coloscopie. Donc, chez ce patient, on va réaliser donc une coloscopie totale. Ça se fait sous anesthésie générale. Voilà où est-ce qu'il fallait arrêter le cardégique. Donc, un premier temps explorateur. On va explorer tout le côlon. C'est très important. Tout le côlon doit être exploré avec recherche de lésions. Donc, soit on recherche des polypes, soit directement un cancer. Il faut éliminer une anomalie sous-jacente du côlon, par exemple une polypose adénomateuse familiale. Et donc, il faut bien examiner tout le côlon pour rechercher des lésions synchrones. Donc, après avoir fait notre temps explorateur, on va faire nos biopsies. Donc, on fait des biopsies multiples de toutes les lésions qu'on voit avec envoi en anapathe. Donc, si jamais l'exploration de tout le côlon a été impossible, par exemple, si c'est un cancer qui est sténosant, c'est un patient qui est en occlusion, il faudra systématiquement refaire une coloscopie en post-opératoire à 6 mois. Donc, notre examen retrouve un adénocarcinome qui est localisé au niveau du côlon droit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme bilan d'extension? Donc, quand on nous demande de détailler notre bilan d'extension, il faut toujours dire, si ce n'est pas précisé, qu'on fait un bilan qui est clinique et paraclinique. Donc, le bilan d'extension clinique, c'est rechercher des adénopathies. Donc, les adénopathies qu'on peut palper dans le cancer du côlon, c'est le Troisier principalement. Ensuite, on va rechercher des métastases hépatiques avec une hépatomégalie qui est non douloureuse, hétérogène. Donc, on peut avoir un foie à contour bosselé. Ensuite, une carcinose péritonéale, donc avec de l'acide. On peut palper des nodules de carcinose au niveau du TR. Et ensuite, on cherche des métastases pulmonaires. C'est plus rare. Principalement le foie et l'acide. Au niveau paraclinique, on va faire le scanner thoraco-abdominopelvien sans puis avec injection de produit de contraste, toujours après contrôle de la créatinine. Et en cas donc, de contre-indication à l'injection d'iode, on pourra faire l'écho-abdo et la radio de thorax. Mais leur référence, c'est quand même le TDM-TAP.
Ensuite, au niveau des dosages, on peut doser la CE. Donc l'HAS recommande uniquement le dosage de la CE et plus du CA19-9. Donc uniquement de la CE qui sera utile pour le suivi seulement. Donc ce patient, il a un test hémoculte positif, il a probablement un saignement occulte. Donc il ne faudra pas oublier de lui faire une NFS, un bilan martial pour rechercher un saignement chronique. Donc le ionocréate, on fera avant de faire le scanner et le bilan hépatique en cas de métastase hépatique pour rechercher une perturbation du bilan hépatique. Donc quelles sont les grandes lignes du traitement chirurgical du cancer du côlon? Donc ça se fait au bloc opératoire, après la consultation d'anesthésie, sous anesthésie générale. On arrêtera aussi les anti-agrégants plaquettaires. Donc la voie d'abord, c'est pas nous qui décidons, c'est le chirurgien. Donc soit il peut faire une cellulose, soit une laparo. Donc les grandes lignes du traitement chirurgical, c'est tout le temps les mêmes. Un premier temps qui est explorateur. Donc on va explorer toute la cavité péritonéale, rechercher de l'acide, des micrométastases hépatiques qu'on n'aurait pas vues au scanner, rechercher aussi, essayer de localiser la tumeur, évaluer sa taille. On recherche aussi une complication, une perforation de la tumeur, une sténose. Et systématiquement, avant de toucher à la tumeur, on va faire une cytologie péritonéale première pour rechercher une acide carcinomateuse. Ensuite, le deuxième temps, c'est le traitement curateur, traitement chirurgical. On commence toujours par une ligature première des vaisseaux avant de manipuler la tumeur, c'est de bon ton pour éviter d'envoyer des emboles vasculaires de tumeur. Donc là, la tumeur était à droite, donc on va faire une hémicolectomie droite. On veut des marges saines de 5 cm dans le cancer du côlon. Pas oublier le curage, donc le curage ganglionnaire systématique dès qu'on fait un traitement chirurgical d'une tumeur. Au niveau du côlon, c'est l'exérèse du mésocôlon. On envoie toutes les pièces en anapathe et en absence de complications chirurgicales, on peut faire l'anastomose en un temps. Donc voilà les grandes lignes du traitement. Premier temps explorateur avec la cytologie péritonéale première systématique. Deuxième temps, traitement chirurgical avec la ligature première des vaisseaux, les marges saines et l'exérèse du méso. Donc, le compte-rendu anapathe conclut à un adénocarcinome libercunien qui envahit la sous-séreuse et il a 5 N+ sur les 15 analysés. Donc, on vous demande le stade TNM de cette tumeur et est-ce qu'il y a un traitement complémentaire à faire. Donc là, ce patient, sa tumeur envahit la sous-séreuse, donc c'est donc un T3. Donc petit p car c'est obtenu après anapathe. Donc petit c c'est quand c'est clinique, petit p c'est quand c'est anapathe. Donc T3 on a dit parce qu'il y a une atteinte de la sous-séreuse, N2 parce qu'il y a plus que 3 N qui sont plus et il y en a au moins 12 analysés. Vous savez que pour déterminer le statut N, il faut qu'il y ait au moins 12 ganglions. Donc il n'y avait pas de métastase à l'examen clinique, donc il était M0. C'est vrai qu'ici on aurait pu mettre MX vu qu'on ne savait pas vraiment le résultat. Donc c'est accepté aussi. Donc là, est-ce qu'il y avait une indication à un traitement complémentaire? La réponse était oui. Donc il y a une indication à débuter une chimiothérapie. Et la chimiothérapie du cancer du côlon, c'est le FOLFOX. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait une indication à faire de la chimiothérapie? Parce que le patient était N+. Et la chimiothérapie chez les patients N+, ça va diminuer le risque de récidive métastatique et donc augmenter la survie. Donc bien sûr, on fera la réunion de concertation disciplinaire, la consultation d'annonce, le 100%, le soutien psy et la surveillance. Donc là, je vous ai détaillé un petit peu la surveillance qui est un peu compliquée du cancer du côlon. Donc il y a 4 grands axes. L'examen clinique qui est fait tous les 3 mois ou tous les 3 à 6 mois pendant 5 ans pour rechercher des complications liées au traitement, des signes en faveur d'une récidive tumorale, locale, loco-régionale ou métastatique. Ensuite, la coloscopie. Donc, on a dit on la faisait à 6 mois si elle était incomplète en pré-op. Sinon, on la fait à 1 an ou à 2 ans, puis tous les 5 ans à vie. Donc, coloscopie tous les 5 ans à vie.
c'est le seul axe de la surveillance qui se prolonge au-delà de 5 ans. Le TDM-TAP, c'est tous les 6 mois puis annuel. Donc voilà, la surveillance, elle s'axe toujours à peu près, en gros, pendant 5 ans. L'examen clinique, c'est tous les 3 à 6 mois. Le TDM-TAP, c'est tous les 6 mois à 1 an. Et la CE, pareil, c'est tous les 3 à 6 mois pendant 5 ans. Donc en absence de récidive, on arrête la surveillance à 5 ans, sauf la coloscopie qui se prolonge. Donc son fils de 30 ans vous demande quelles seront les modalités du dépistage pour lui-même justifiées. Donc son fils, lui, il aura une indication à réaliser des coloscopies de dépistage. Pourquoi? Parce qu'il a un antécédent au premier degré de cancer du côlon avant 65 ans et il a aussi 2 antécédents de cancer du côlon dans sa famille. Donc il a un risque élevé de cancer du côlon. Et donc la coloscopie, elle sera réalisée tous les 5 ans à partir de 50 ans. On va aussi l'informer sur les signes d'alarme qui doivent l'amener à consulter en urgence, la modification du transit, la présence de sang dans les selles. Et donc chez lui, il n'y a pas d'indication à réaliser de test hémoculte. Il faudra lui dire que ça ne sert à rien. Parce qu'il a donc son niveau de risque élevé et qu'il sort du dépistage de masse. Donc, je vous ai rappelé les niveaux de risque dans le cancer du côlon. Donc, les niveaux de risque moyen, c'est la population générale, donc tous les gens au-delà de 50 ans. Le risque élevé, c'est les gens qui ont des antécédents personnels de polypes de plus d'1 centimètre, un antécédent personnel de cancer colorectal. Et donc, là, le risque élevé, c'est la colo tous les 5 ans. Et enfin, dans le risque élevé, c'est les antécédents familiaux. Donc, soit un apparenté avant 65 ans ou deux apparentés atteints de cancer colorectal. Donc, lui, ce patient, enfin son fils, il avait un apparenté au premier degré avant 65 ans. Par contre, le patient lui-même, qui avait son père qui était mort d'un cancer du côlon à l'âge de 70 ans, il n'avait pas un risque élevé, il était plutôt dans le risque moyen. Et le risque très élevé, c'est le HNPCC et les PAF. Et donc ça, c'est une surveillance particulière. Donc, en conclusion, je vous ai remis la TNM du cancer donc du côlon. Donc T1, c'est la sous-muqueuse, T2, c'est la musculeuse, T3, la sous-séreuse, T4, c'est au-delà. Donc comme on disait, les adénopathies, il en faut au moins 12 d'analyser. Donc en dessous de 4, c'est N1, au-dessus de 4, c'est N2. Après, M0, M1, selon le statut métastatique. Donc le cancer du côlon, le traitement, quand on est M0, on fait la chirurgie première, N-, pas de chimio, N+, égale chimio. Cancer métastatique d'emblée, on discute la chirurgie et systématiquement, on fait la chimio. Donc les grands temps de la chirurgie, on les a vus. Pas oublier la cytologie péritonéale systématique première, la ligature des vaisseaux, les marges saines et le curage. Donc, les subtilités et les différences entre le cancer du côlon et le cancer du rectum. Donc déjà, le cancer du rectum, c'est le haut, le moyen ou le bas rectum en fonction de la distance par rapport à la marge anale. Donc là, si on a notre marge anale, entre 0 et 5, c'est le bas rectum. Entre 5 et 10, c'est le moyen rectum. Au-delà de 10, c'est le haut rectum. Le haut rectum, la prise en charge, elle est identique au cancer du côlon. Pour le bas et le moyen rectum, ce qui va différer, c'est que déjà dans notre bilan paraclinique, on n'oubliera pas de réaliser l'écho-endoscopie rectale et l'IRM rectal quand on est T3 ou T4. Ce qu'on ne fait pas dans un cancer du côlon ou dans un cancer du haut rectum. Dans la prise en charge, ce qui diffère aussi, c'est qu'on peut proposer une radiothérapie plus chimiothérapie première. Donc ça se fera dans les cancers qui sont plutôt étendus. Donc un cancer du moyen ou du bas rectum, T3, T4 ou N+, il aura droit à la radiochimio avant l'opération. Au niveau du traitement chirurgical, c'est pareil. Il faut faire la cytologie péritonéale première. Là, on ne fait pas l'exérèse du mésocôlon, mais du mésorectum qui est systématique. Et on essaye toujours de préserver le sphincter anal pour permettre aux patients de rester continents. Et donc, on accepte d'avoir des marges saines inférieures de 2 cm.
Donc si on peut avoir une marge saine de 2 cm au-delà de la marge anale, on conserve le sphincter. Sinon, il faut qu'on fasse une amputation abdominopérinéale avec ablation du sphincter. Et dans ce cas-là, c'est des patients qui auront une poche à vie parce qu'ils seront plus du tout continents. Donc voilà pour le cancer du côlon. Donc là encore, je vous le rappelle, le guide ALD sur le cancer du côlon qui est disponible sur le site de la HAS. Donc voilà pour cette conférence de cancérologie. J'espère que ces dossiers vous ont plu et vous ont appris plein de choses en cancéro.